Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je me suis levée ce matin avec une boule de joie dans tout mon corps parce qu'aujourd'hui, c'est le 18 janvier, vous le savez, mais moi, c'est une journée spéciale pour moi parce que c'est l'anniversaire de la personne qui m'a mis sur ce monde, sur cette terre des hommes. Alors, c'est l'anniversaire de ma mère. Elle est peut-être pas là, mais je veux juste lui dire que je l'aime. Je veux juste lui dire aussi que je suis reconnaissante pour tous les efforts qu'elle a pu faire pour moi. Alors, maman, je sais que tu vas partager l'émission, que tu vas en parler autour de toi parce que tu es mon premier supporter. Je t'aime très fort et passe une excellente journée. Alors, on revient tout de suite à l'émission et puis je sais que je vais passer une belle émission parce que je suis toute joyeuse aujourd'hui. Je vais commencer à vous donner des informations sur l'organisme Meet the Keeper. C'est un organisme qu'on a l'habitude de recevoir sur le plateau et eux, leur but, leur engagement, c'est de donner des soins et un environnement sécuritaire à des animaux qui sont souvent délaissés ou maltraités. Alors, eux, ils ont besoin de votre soutien. Vous allez sur le site web www.meetthekeeper.ca ou même vous pouvez visiter leur Facebook. Donc, vous allez dans la barre de recherche Facebook, vous allez juste taper Meet the Keeper et puis vous allez avoir accès à leur page Facebook et voir tout ce qu'ils font d'extraordinaire là-bas avec les animaux. Il y a des possibilités souvent de pouvoir adopter des animaux, mais jusqu'à date, je sais qu'il n'y a plus d'animaux à adopter parce qu'ils sont tous déjà partis en famille, mais vous avez l'occasion de parrainer un animal. Donc, si vous êtes intéressé à faire ça, à les encourager surtout, je vous invite à visiter le www.meetthekeeper.ca. Je continue avec les informations. Je vous parle maintenant du réseau du patrimoine franco-ontarien, donc réseau du patrimoine franco-ontarien, qui ont fait sortir dernièrement une bande dessinée que vous voyez ici, l'ordre de Jacques Cartier. Super intéressante. C'est une bande dessinée que tout âge peut lire. C'est accessible à tout le monde. Et puis, vous pouvez la voir sur le site web. Vous partez là-bas et puis vous allez avoir accès à tout ce qui déjà à la bande dessinée. Ça, c'est un. Parce que là, on est au tome 1. Donc, il y a plusieurs tomes qui vont s'en suivre. Et ils ont aussi un magazine, Le Chaînon, que je vous montre ici. Le Chaînon, c'est un magazine qu'ils ont aussi de leur côté du réseau du réseau du patrimoine franco-ontarien. Et c'est un magazine qui passe au travers de toutes les personnes francophones, franco-ontariens surtout, qui ont impacté la francophonie. Et des personnes d'avant, c'est-à-dire des personnes on vous raconte un peu l'histoire de la francophonie, mais aussi, il y a des personnes pionnières qui jouent une part importante dans la francophonie actuellement où nous on nous parle. Et puis, là, ils vous donnent plein d'informations. Ils vous encouragent même à être plus que fiers d'être franco-ontariens. Et puis, ces deux magazines, donc la bande dessinée et Le Chaînon, le livre, vous pouvez l'avoir sur le site web. Ils ont aussi une troisième affaire qui est une application, je vais le mettre côté francophone. Ils ont une application, donc vous allez, dépendamment du téléphone que vous avez sur votre Apple Store si vous avez un iPhone, ou même votre Google, Apple Store Google, je vais dire. En tout cas, vous allez là-bas et puis vous allez télécharger l'application NoTrace. C'est facile à trouver, vous tapez juste dans l'onglet NoTrace, vous allez avoir accès à ça et cette application vous permet de découvrir le joyau de la capitale nationale. Donc, forcément, vous êtes peut-être nouveau ou même si vous êtes ici, il y a forcément des histoires ou des lieux historiques que vous ne connaissez pas. Et sur cette application-là, vous allez avoir accès à ça et puis vous allez vous allez découvrir la francophonie ici dans notre région. Je continue avec des informations parce que la semaine prochaine, vous devez seulement les connaître, Yao. L'auteur-interprète Yao, il sera en spectacle le 24 janvier 2019 à 19h30 et ça se passera du côté du MIFO. Il va vous présenter Lapsus qui est son nouvel album. Lapsus qui est son nouvel album qui est super intéressant. On l'a reçu ici, on en a parlé. Donc il vous fait découvrir cet album-là. Alors vous allez sur le site web www.mifo.ca. Vous allez prendre vos tickets là-bas et puis vous allez participer à ce petit
petit concert là qui, je suis sûre, sera très, très, très enrichissant. Je continue avec des informations. Le dimanche 20 janvier, donc le dimanche qui s'en vient, il y a l'araignée du soir. Peut-être que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Moi aussi, je ne le savais pas jusqu'à ce que j'arrive à le découvrir ce mardi. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, repartez en arrière sur notre page Facebook. L'émission du mardi, juste au tout début, on a reçu Mélanie Rivet, qui est auteure et qui nous a parlé de l'activité l'araignée du soir. Alors, l'araignée du soir, c'est quoi? C'est que vous allez entrer dans l'univers d'auteurs de la région qui ont su se démarquer. Donc, ils vont vous raconter leur vécu. En fait, ils vont s'ouvrir à vous de manière très, très intime. Alors, tout ça se passera le dimanche 20 janvier à 19h30 au Troquet. Donc, le Troquet se trouve au 41 rue Laval à Gatineau. Donc, vous pouvez aller sur le site web qui s'affiche à l'écran, donc www.aao.ca pour avoir des informations et prendre des tickets s'il y en reste, parce que c'était pratiquement plein quand on s'en parlait le mardi. Alors aujourd'hui à l'émission, on va parler de plein d'affaires. L'immigration, les migrations, c'est un sujet qui est surtout d'actualité. On en parle tout de suite après la pause avec une représentante de l'Alliance française. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Nathalie Martin-Vallière, une ancienne fonctionnaire devenue entrepreneur. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, Deda m'a dit qu'on va recevoir la visite de Mme Lorraine Janson, qui est une auteure et conteuse du coin. J'espère que vous allez venir nous voir. Bien que je te raconte, mercredi 19h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant des crises migratoires avec une représentante de l'Alliance française. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors, déjà pour commencer, moi c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi, l'Alliance française ici à Ottawa. Est-ce que vous pouvez me la présenter? Bien sûr. On est centre-ville, sur McLaren, c'est entre Bank et O'Connor, parallèle à Somerset. On a une maison, une vieille maison héritage, comme vous dites ici, qui date, à mon avis, du début du XXe siècle et qu'on a complètement rénovée il n'y a pas longtemps. Donc on vient de s'installer dans une nouvelle maison, toute belle, toute neuve. Et puis, voilà, donc venez nous voir, évidemment. Sinon, l'Alliance française, c'est une association à but non lucratif, ça c'est important de le dire, qui n'est pas subventionnée. Donc, alors, ce qui est drôle, les gens, et c'est normal, ils entendent Alliance française, ils se disent c'est français. C'est français. Et non. C'est le piège. C'est une association canadienne, de droit canadien, avec un conseil d'administration canadien. Ça, c'est très important de le rappeler. Et on a 3 missions essentielles. On est une école de langue, donc on apprend le français, ce qu'on appelle chez nous le français langue étrangère, ce que vous appelez ici plutôt le français langue seconde. D'accord.
à tous les gens qui ont besoin ou envie d'apprendre le français pour des raisons de loisirs, parce qu'ils aiment le français, la langue, ou parce qu'ils en ont besoin dans leur métier. Oui. Tous les niveaux, du tout débutant qui ne sait pas dire bonjour jusqu'au niveau avancé. Wow. On apprend aussi le français pour des fonctionnaires qui ont besoin de passer leurs tests. Vous savez que dans la fonction publique canadienne, voilà, pour avancer, il faut voilà. Donc ça, on donne des cours spéciaux de préparation aux tests de la fonction publique. On en donne des cours de groupe, des cours privés. Voilà, donc c'est assez large ce qu'on propose du lundi au samedi. On a toutes sortes de cours possibles. Donc ça, c'est notre mission première et c'est comme ça qu'on vit. Propager le français. Voilà, la langue française, tout à fait. En l'absence de subvention, en plus, c'est l'école de langue qui nous fait vivre, clairement. La deuxième mission. Alors la deuxième, qui est plus rigolote, c'est qu'on est un centre culturel. Ok, d'accord. C'est plus rigolo parce que, non, je veux dire, apprendre le français, c'est un très beau métier. Centre culturel, on va dire que c'est quelque chose d'intéressant, d'ouvert. Voilà, parce que nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de diffuser les cultures francophones, de promouvoir les cultures francophones et pas uniquement... Canadiennes. Alors voilà, pas uniquement françaises, évidemment. Canadiennes, franco-ontariennes, québécoises. Il faut quand même que le français est quand même la base, hein, le cœur du projet. Mais les Français sont pluriels, sont multiples, donc on va s'intéresser à toutes les formes, encore une fois, de culture francophone, que ce soit Haïti, que ce soit l'Afrique du Nord. L'Afrique est un continent très francophone, que ce soit les îles Martinique, Guadeloupe, que ce soit n'importe où on parle le français. Voilà, on va s'intéresser à toutes ces formes de culture-là à travers donc une programmation culturelle qu'on expose dans nos locaux, puisque dans notre nouvelle alliance, on a une galerie dans laquelle on fait des expositions, on fait des ciné-clubs, on fait des débats, conférences, on peut faire des petits concerts, on fait des dégustations de vin, de rhum, voilà, on fait des tas de choses. Et puis on a une très belle médiathèque aussi qui est toute nouvelle, qui est un lieu de ressources en français avec des livres, des DVD, des journaux, des magazines, enfin plein de choses. Quand on a envie de pratiquer le français aussi en dehors des cours, on peut venir et puis s'installer dans un canapé et puis bouquiner ou travailler, tout ça en français. Voilà, c'est apprendre le français, mais pas uniquement, c'est vivre en français. Voilà, d'accord. Et vous êtes là sur le plateau aujourd'hui pour nous parler des crises migratoires. Vous avez dit que vous m'avez dit, on a discuté un peu, vous m'avez dit que c'était un thème choisi pour le mois. C'est ça, c'est un mois thématique. Dans le cadre de notre programmation culturelle, on aime bien avoir des thèmes, pas toujours, mais parfois, développer des thèmes, en fait, développer des sujets. Est-ce que ça vous c'est des personnes qui vous suggèrent ces thèmes? Non, c'est plutôt moi qui fais la programmation culturelle. Et pourquoi j'avais envie de parler de ça? Moi, j'ai envie de m'intéresser à la culture au sens large, ce qui implique de penser le monde, en fait. Je trouve que c'est important de penser le monde qui nous entoure, le monde contemporain, toujours le penser en français, hein, puisque c'est notre mission essentielle. Et penser le monde, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire penser aussi... Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a eu des migrations, des phénomènes migratoires majeurs, massifs, un peu partout dans le monde. Et donc, ça se décline de différentes façons dans notre programme culturel de janvier. On a une exposition de l'agence France Presse qui effectivement, comme vous le disiez, traite des crises migratoires, à la fois la crise européenne en 2015-2016 et puis crise américaine aussi en 2018. Donc, on a 30 photos, 15 de la partie européenne, 15 de la partie nord-américaine, qui sont des photos très fortes, vraiment, de caravanes de migrants, par exemple, qui viennent d'Amérique centrale et puis qui essayent de franchir la frontière américaine. Ils sont des milliers sur un pont. Enfin, voilà, il y a des photos assez chocs. Je ne sais pas si vous avez... Je crois qu'on vous avait envoyé des photos. Oui, c'est pas... en tout cas, j'ai vu un peu les photos quand on s'échangeait les courriels. C'est vraiment de nombreuses personnes. Donc, j'ai vu des enfants. Il y a aussi des plus jeunes, c'est ça, c'est des familles entières qui fuient. Alors, soit elles fuient la misère, la crise au Venezuela, on en a tous entendu parler. Donc les gens, ils ont émigré massivement en dehors des frontières. Et puis beaucoup de ces Sud et Centra-Américains essaient de trouver la terre promise. Et la terre promise, c'est l'Amérique du Nord, c'est les États-Unis. Et donc, ils se massent aux frontières comme ça. Et ça donne des espèces de flux très, très impressionnants et des photos
très très forte aussi, très intense. Et puis en Europe, en 2015-2016, suite à la guerre en Syrie, il y a eu pareil des exodes massifs de populations syriennes, mais pas que syriennes d'ailleurs, qui ont essayé de rejoindre l'Europe, qui ont traversé la mer Méditerranée. Beaucoup sont mortes en Méditerranée. Et c'est ces photos-là que les journalistes de l'agence France Presse ont prises. Et ils étaient vraiment sur place, sur le terrain. Et ils ont capté cette crise-là, qui sont terribles. Alors, c'est pas non plus... on a fait quand même une sélection, on a pris des choses qu'on peut voir, mais c'est des photos, très fortes. Et c'est une façon d'aborder ce thème des migrations et des crises migratoires de façon visuelle, de façon sensorielle et de façon un petit peu émotionnelle. Il n'y aura pas que ça dans notre mois des migrations. Il y a aussi des moments où on va se poser, réfléchir. Par exemple, on a un documentaire qu'on va diffuser, je crois que c'est le 24 janvier, mais il faudrait que je vérifie. Je pense que oui, le documentaire, c'est ça. Qui s'appelle La Cour de Babel, et qui est une très jolie proposition de cinéma. Ça se passe dans une classe d'accueil à Paris, dans une école parisienne. Ce qu'on appelle les classes d'accueil, c'est les classes en France qui accueillent les réfugiés, les immigrés récents. Et donc il va y avoir des jeunes de 10 à 15, 16 ans qui maîtrisent mal le français, qui viennent de partout dans le monde, qui débarquent dans la ville, et puis on leur dit faut apprendre le français pour pouvoir s'intégrer. Et donc on les met dans ces classes-là, et c'est une institutrice qui est extraordinaire, qui arrive à fédérer le groupe, parce qu'elle fait autant de psychologie que de français, je pense. Et à les intégrer, à les accueillir et à leur donner des rudiments de français. Donc c'est une tranche de vie très, très vivante et très belle et très forte, que je vous invite à venir découvrir chez nous. Et puis le troisième temps fort qui là sera vraiment un temps de réflexion, qui est le 30 janvier, qui est une conférence débat. Et moi je me suis dit comment aborder aussi ce thème des migrations différemment, sous un autre angle, parce que l'idée c'était d'avoir plusieurs angles pour comprendre cette thématique. Et là on a invité 3 personnes. D'accord. 2 professeurs de l'UQAM à Montréal, Laurent Lepage et Philippe Gachon. Il y en a un qui est politologue et l'autre qui est géographe, donc ils vont avoir des approches complémentaires. Voilà, exactement, plus sciences sociales et plus géographie physique. Et puis une auteure, journaliste qui s'appelle Marie Baléo, qui est française. Et puis moi je me suis dit qu'est-ce qu'on va traiter, et j'avais envie qu'on traite d'un sujet qui me paraît très 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 actuel, qui est les migrations climatiques, c'est-à-dire comment les phénomènes, ce qu'on appelle le réchauffement climatique, les phénomènes climatiques extrêmes qui se multiplient, qui vont en s'intensifiant, quelles conséquences ça a sur les mouvements de population. Ça crée des mouvements de migration de population qui sont obligés de fuir leur pays, leur territoire, parce que le territoire n'est plus habitable. Ça, c'est assez nouveau comme forme de migration. Et ça va aller, encore une fois, en s'accentuant. Et comment on peut réfléchir à ce sujet-là. Voilà. Qu'est-ce que ça génère, qu'est-ce que ça provoque. Et ça, c'est le cas au Sahel, parce que je sais que les 2 chercheurs dont je vous ai parlé, ils ont travaillé beaucoup sur le Sahel en Afrique, mais c'est le cas à Gatineau. À Gatineau, il y a des endroits où la ville réfléchit à bouger les populations. Alors, tout ça, ça va se passer ça commence quand? Oui, alors l'exposition, elle est déjà là dans la galerie, donc ça a commencé, et ça finit le 30 janvier, dans le cadre de cette conférence, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle la Nuit des idées. Super. Qui est un événement international. Merci beaucoup. Et puis bonne chance pour l'exposition. J'espère que ça va réveiller les consciences sur tout ça. C'est l'idée, de réfléchir, de regarder, de vivre le monde qui nous entoure en français. Merci beaucoup. Alors moi, je vous invite, vous à la maison, à pourquoi pas visiter l'exposition qui est déjà ouverte là, et puis à participer à la programmation du documentaire, mais aussi à la nuit de réflexion, donc la nuit des idées. Pour avoir les informations sur ça, vous partez sur le site web et puis vous allez avoir toutes les informations sur les dates et les heures de tout ce qui va s'en venir avec eux à l'Alliance française. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on reçoit M. Yvon Pichette qui va nous parler du programme de théologie. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je
jaune, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures. T'es la plus belle que j'ai connue. Quand je te vois sourire, je sais comment te dire. Tu es celle que j'ai toujours voulu. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec M. Yvon Pichette et on va parler du programme de théologie à l'Université Saint-Paul. Mais ce que j'aimerais savoir, déjà pour commencer, quand on parle de théologie, de quoi est-ce qu'on parle? Je dirais que dans le contexte de l'Université Saint-Paul, on peut définir le mot théologie de deux façons. OK. Il y a la façon classique, c'est-à-dire qu'il y a des cours en théologie fondamentale, par exemple en compréhension des Écritures, la langue, par exemple, apprendre le grec, le latin, pour former les futurs leaders, comme les prêtres, par exemple, les sœurs, ou les animateurs de pastoral qui veulent travailler en paroisse, mais qui veulent acquérir une formation pour les habiliter à être un leader religieux crédible et bien articulé et bien formé. D'accord. La deuxième façon, je dirais, c'est, je l'appelle, moi, la façon... On définit la théologie en disant, c'est dans le sens prophétique. Prophétique? Oui, prophétique, mais dans le vrai sens du mot, pas dans le sens populaire. Prophétique dans le sens de rendre capable les gens à comprendre ce qui se passe dans notre monde, et être capable, à partir de ce moment-là, d'établir leur propre rationnel, leur propre raisonnement, afin qu'ils puissent ou qu'elles puissent prendre position d'une façon cohérente et intelligente. D'accord. Wow. Alors, cette partie-là, naturellement, elle s'adresse à une population encore beaucoup plus large. Et il y a des gens qui n'ont pas du tout le goût de devenir prêtre ou sœur ou animateur de pastoral, mais qui, pour des questions très précises, par exemple sur la diversité ou des choses comme ça, voudraient comprendre un peu mieux la mécanique de tout ça pour être capable, ce que je dis moi dans mon vocabulaire, c'est d'influencer les gens qui sont dans notre sphère d'influence. Et vous, comment est-ce que vous avez été attiré par la théologie? Moi, dans mon entendement, déjà, quelqu'un qui part en théologie, c'est vraiment pour devenir soit prêtre, soit sœur. Puis là, vous n'êtes pas prêtre, vous n'êtes pas dans le domaine, je veux dire, en tout cas de l'Église, mais vous avez étudié en théologie forcément pour arriver à être chargé de cours. Oui, bien, dans mon cas, sans tout raconter, disons que je dirais que mon goût pour la religion est venu assez tard. Et à ce moment-là, c'est que ce que j'ai fait, c'est que même moi, quand j'ai dit à ma mère, qui est très croyante, très pratiquante, « Maman, je m'envoie étudier en théologie », elle m'a dit « Est-ce que tu fais une dépression? » Et puis pourtant, ma mère est très croyante. Mais ce qui m'a emmené en théologie, c'est justement le désir de découvrir l'entièreté d'une personne. Si on étudie en médecine, bien, on étudie le corps de la personne. Si on étudie en psychologie, bien, on étudie la psychologie. Puis moi, j'ai toujours vu la personne comme étant une entité globale, complexe, intéressante. Et la théologie, ça m'a permis de gravir, je dirais, les échelons de la connaissance holistique, c'est-à-dire dans son entièreté, de la personne humaine. Alors, j'ai fait mon bac à l'Université Laval et j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat à l'Université Saint-Paul en éthique. En éthique, d'accord. Alors, je suis spécialisé en éthique publique, éthique militaire, naturellement, parce que j'ai été aumônier militaire pendant 26 ans.
D'accord, wow. Et puis, moi, je veux juste demander, un aumônier, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez dit que vous avez été aumônier militaire. Oui. C'est quoi le rôle d'un aumônier? Bien, un aumônier, ça prend quelqu'un d'abord de très bien formé. Parce que vous imaginez très bien... Formé en éthique, formé en En théologie. éthique, mais en théologie. Ça prend les deux parce que les problématiques qu'on rencontre sont excessivement pointues. D'accord. Donc, ça prend des gens, des hommes, des femmes, capables d'articuler une réflexion intéressante, surtout dans un milieu de jeunes, parce que les Forces armées canadiennes, c'est un milieu qui est plus jeune, si vous voulez, que notre société canadienne en général. Et je dirais que les problématiques qu'on rencontre, par exemple, si on est déployé dans une opération de guerre, alors il peut se passer des événements qui sont traumatisants pour le militaire, même dans des missions de paix. Donc, il faut être capable d'articuler une réflexion qui soit intelligente, encore une fois, et cohérente. Mais ça veut dire qu'on doit être nous-mêmes en bonne, je ne vais pas dire santé mentale, mais il faut qu'on soit fort mentalement, spirituellement et tout. Mais c'est pour ça que aujourd'hui j'enseigne à l'Université Saint-Paul, parce que ayant fait ma maîtrise là, la maîtrise, ce que je dis tout le temps, c'est que plus on évolue au niveau académique, plus on devient libre. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu avec mon directeur de thèse, tout ça. Alors, quand tu fais ton bac en théologie, naturellement, on t'impose des cours fondamentaux de lecture de la Bible, de compréhension, ce qu'on appelle l'exégèse, tout ça. Après ça, tu t'en vas au niveau de la maîtrise. La maîtrise, ça devient un peu plus intéressant parce que tu focuses sur un sujet que tu aimes. Comme moi, c'était l'éthique. Comment arriver à bien lire, à bien comprendre comment un être, dans son entièreté, peut développer un comportement éthique. Wow. Toute la notion de témoignage, tout ça. Hein? Bon. Et le doctorat, c'est là que je me suis senti vraiment libre et j'avais un très grand spécialiste de l'Université Saint-Paul, Ken Melchin, qui était mon directeur de thèse, où j'ai travaillé sur l'éthique, mais militaire. D'accord. Alors, comment on peut réfléchir du point de vue militaire, éthique, chrétienne, parce que moi, je suis chrétien, catholique. Donc, comment amalgamer tout ça pour que ça fasse du sens puis que ce soit cohérent? Alors, quelqu'un qui veut s'en aller en théologie, il faut qu'il soit chrétien, il faut qu'il soit croyant. Est-ce que c'est une obligation avant de rentrer dans ce programme? C'est-à-dire que non. En fait, un théologien pourrait être athée, parce que si on prend la Bible puis qu'on veut en faire une étude objective du sens des textes, pas nécessairement, mais il y a des techniques, des méthodes qu'on utilise. Par exemple, la méthode historico-critique. Il n'y a pas besoin des croyants pour appliquer cette méthode-là. D'accord. Mais c'est sûr que si tu es croyant, ça donne une autre dimension. C'est-à-dire que ça devient à ce moment-là une quête personnelle. Wow. Mais je connais des amis qui sont athées. Mais à l'Université Saint-Paul, ce qui est aussi fantastique, imaginez-vous que j'ai enseigné le concept de la foi à des athées, à des musulmans, à des protestants et à des catholiques. Okay. Mais à des gens qui viennent d'Égypte, des gens qui viennent de certains pays d'Afrique. Alors, imaginez-vous la richesse que moi-même, comme enseignant, j'ai reçue de ces étudiants-là. Mais wow! Et ce qui est encore plus fantastique, vous allez dire que je ne suis pas très objectif, mais j'adore ce que je fais. À Saint-Paul, on a aussi des cours qui sont en ligne, complètement en ligne. Alors, actuellement, je donne un cours, par exemple, sur la diversité. D'accord. OK? Religion, culture et diversité. Alors, j'ai des étudiants du Nouveau-Brunswick. Oui, parce qu'ils peuvent suivre le cours en entier, en ligne. Et on m'envoie les questions, tout ça. Alors, on fait des échanges. Et c'est vraiment passionnant parce que je ne sais jamais sur quel type d'étudiant je vais tomber. Alors imaginez-vous, vous enseignez la foi à des étudiants qui sont athées. Wow! Non, mais c'est magnifique. Les gens qui sont passionnés me passionnent. Je vous garde avec moi, on va aller à la pause. OK. Juste après, on continue de parler de ce super programme que je trouve super intéressant de théologie à l'Université Saint-Paul. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Toujours la même chose chez moi. Je perds la tête, je perds n'importe quoi.
Quand je sens que l'amour est proche, j'écoute rien que le bourdon des cloches. Oh, au secours, crient les voix dans ma tête. Je me sens folle, je me sens belle. Je ne veux pas éteindre la larme. C'est comme ça que tu me désarmes. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. Je tombe, je suis tombé pour toi. Je tombe à chaque fois. Je sais, mais ça marche pas. C'est un autre cas de chacun pour soi. Ma tête, mon corps en désaccord. Ah, mon cœur, tout d'abord. C'est encore la même histoire. Tu me regardes mais sans me voir. Je te donne tout et j'ai bien tort. Je me suis jeté moi-même dehors. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, c'est moi. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de théologie, du programme de théologie à l'Université Saint-Paul avec M. Yvan Pichette. Puis là, on a vu les deux caractéristiques de la théologie. On a parlé de votre parcours. Puis là, moi, je voulais juste savoir, est-ce que vous pensez que la théologie, à notre ère, là, elle est encore pertinente, comme quelqu'un qui s'en va dans un programme de théologie? En fait, moi, je pense que plus que jamais. Puis je vais vous expliquer pourquoi j'en arrive à cette conclusion-là. Dans nos écoles secondaires, maintenant, on a de moins en moins de cours où on met l'étudiant, la personne, on la rend capable d'être capable de faire ses choix. Oui, ça c'est vrai. Dans un même temps, on a une société qui nous donne de plus en plus de liberté. Mais on a de moins en moins de formations, d'outils qui nous servent à bien choisir, à bien nous orienter. Alors, dans les écoles, aujourd'hui, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de philosophie, il n'y a plus d'histoire ancienne. Par exemple, on n'étudie plus l'Odyssée ou des grands livres qui avaient une forme de sagesse où même Dieu pouvait être exclu d'une certaine façon, mais au moins, on donnait aux jeunes, surtout dans les formations classiques... Des bases. Oui, des bases sur lesquelles la personne pouvait évoluer, enrichir. Alors, la théologie aujourd'hui, et moi je le vois parce que je travaille beaucoup avec les jeunes en théologie, tout ça, qui me disent « J'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais pensé à ça. » Quand je parle de la foi, par exemple, je dis aux jeunes, il faut que notre discours soit cohérent et intelligent. Souvent, la religion peut arriver à faire des gestes, d'éclat, qui ne sont pas bien reçus, qui sont incompris, qui portent à jugement souvent. À jugement par la communauté. Il y a des choses aussi qui, de la part de la communauté, peuvent être aussi non intelligibles. Des fois, on me parle de l'Église catholique, entre autres, puis je me dis, bien, de quoi tu me parles? Alors, Saint Paul, surtout dans la section prophétique, nous donne justement des bons outils. Ils ne nous disent pas comment penser. Mais voici, on vous propose des outils qui vont vous aider à penser. Et ça, je pense qu'avec tout ce qui se passe actuellement au niveau politique, au niveau économique, au niveau climatique, etc., je dirais que plus quelqu'un, par plaisir ou par formation, veut mieux connaître le vocabulaire, les concepts, veut être capable d'influencer d'une façon positive le monde dans lequel il vit. Écoutez, moi, comme je dis, la deuxième partie, qui est l'aspect prophétique, est définitivement très à la mode et il devient de plus en plus à la mode et je pense que ça va devenir de plus en plus important parce que nos jeunes d'aujourd'hui sont extrêmement intelligents, faut juste un peu les réveiller et réveiller ce qu'il y a en eux, en fait. Ou ils ont déjà des intuitions. Mais lorsqu'ils regardent le monde dans lequel on vit actuellement, c'est très complexe. Souvent, l'information est un peu biaisée, elle n'est pas complète, elle n'est pas bien... un exemple, je suis en train de bâtir un cours sur les changements climatiques. Bon. Tout le monde parle du réchauffement climatique. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'air, avec l'eau?
Oui, on oublie certains points. Alors, parce que tout le monde politique actuellement, journalistique, focus sur une chose. Le réchauffement climatique. Mais c'est encore plus complexe que ça. Et les étudiants, lorsqu'ils entendent ça, ils deviennent passionnés naturellement. Oui, c'est ça. Parce qu'ils voient l'intérêt qu'ils peuvent développer en allant en biologie ou un médecin, par exemple, qui travaille pour, je ne sais pas, Médecins sans frontières. Oui. Alors, pour lui, ou une infirmière qui travaille auprès des malades en phase terminale, où la psychologie ne répond pas vraiment aux questions « qu'est-ce qu'il y a après? C'est quoi les hypothèses? » Alors, je pense que c'est quelque chose qui est plus nécessaire aujourd'hui que jamais. Et c'est pour ça que j'ai choisi Saint-Paul, parce que j'aurais pu aller enseigner ailleurs. Ailleurs, oui. Mais Saint-Paul, j'adore, parce que j'adore le contexte. C'est une petite université, on se connaît, on travaille ensemble. Et souvent, il y a des étudiants qui me suivent dans mes cours, qui vont prendre mon prochain cours et tout ça, Oui. à cause du style, à cause des sujets qui sont pratiques, mais en même temps un peu théoriques pour nous aider à être meilleurs dans notre pratique. Alors donc, le programme de théologie, c'est et de la théorie et de la pratique. Moi, je pense que oui, parce que si on fait juste de la théorie, par exemple, bien là, on devient un peu comme certaines autres formations. Ça commence à devenir lourd à faire que de la théorie. Moi, Oui, c'est ça. Puis nos jeunes aujourd'hui, puis je regarde la société dans laquelle on vit, on donne des bourses, par exemple, à des gens qui vont faire de la recherche sur quelque chose qu'on peut développer du point de vue technologique là, à très court échéance. Là. Bon, alors les jeunes aujourd'hui arrivent un peu avec cette réflexion-là, puis ils vont dire, oui, moi je veux apprendre sur la foi, mais je veux apprendre quelque chose qui va me servir. Oui. Et ça, je le comprends. Et puis, je pense que... puis à Saint-Paul aussi, c'est qu'il y a une multitude de lieux de discussion où on peut échanger. Et puis comme je vous dis, il y a tellement de cultures différentes. Oui. C'est vraiment intéressant, honnêtement. Alors, quelqu'un qui gradue, qui termine tout ce dont on a parlé, il fait ses cours, puis tu es même rendu en maîtrise. Dans quoi est-ce qu'il s'en va? Dans quoi est-ce qu'il va travailler? Parce qu'on a dit, c'est pas seulement pour devenir prêtre ou rentrer au couvent pour être ça. Oui. Il y a d'autres ouvertures quand tu fais le programme de théologie. Oui. Alors, tu peux devenir prêtre ou sœur. OK. Donc, tu vas chercher à ce moment-là une bonne formation fondamentale. En plus du programme de théologie? Dans le programme de théologie, mais selon la première définition que j'ai donnée, c'est-à-dire qu'il va prendre des cours, par exemple, de langue ancienne, être capable d'interpréter les Écritures, tout ça. Mais quand, par exemple, je ne sais pas moi, une infirmière s'inscrit en théologie, elle a déjà sa formation. Mais elle veut réfléchir, par exemple, sur comment est-ce que je peux aider quelqu'un qui est en phase terminale, par exemple. Elle veut comprendre c'est quoi le sens de la mort, de la fin de vie. Comment je peux arriver à développer des compétences pour faire de moi une meilleure infirmière, de faire du système d'intervention médicale un meilleur système. Et donc, il y a des gens, beaucoup, qui ont déjà une formation en médecine, en plein de choses, mais qui vont prendre 1 ou 2 cours en théologie pour leur permettre justement de travailler au niveau du sens, dans le sens global de la personne. Et là, à partir de ce moment-là, si on prend l'option 1, qui est d'aller chercher une formation solide en théologie, bien, comme moi, par exemple, j'ai été aumônier militaire, laïque, c'est-à-dire que je ne suis pas prêtre, je ne suis pas ordonné, mais j'ai travaillé pour les Forces armées canadiennes comme aumônier militaire pendant 26 ans. Alors, les portes sont ouvertes, on a besoin de beaucoup de personnes, et pour avoir cet emploi-là, ça prend un bac et une maîtrise, pour les raisons que j'ai mentionnées auparavant. Il y a aussi travaillé dans les hôpitaux, en fin de vie particulièrement. Il y a aussi travaillé dans les prisons. Super intéressant, Parce que les prisons, à cause de la Charte des droits et libertés, sont obligées, parce que les gens sont dans un milieu fermé, sont obligés de leur donner accès aussi au développement de leur spiritualité, de leur religion. Alors, c'est des choses... Et vous allez voir que c'est tous des domaines qui sont assez spécialisés et assez... qui nous met au défi, parce qu'on sort de la norme sociétale pour arriver dans des exceptions, hein? Militaires, prisons, hôpitaux. Alors ça, c'est très intéressant. Super intéressant. Mais est-ce que nous, les gens qui nous écoutent à la maison, est-ce qu'ils peuvent venir vous rencontrer juste pour discuter, pour avoir plus d'informations avant de faire le grand saut? Bien, il y a des gens déjà à l'université qui font ça, le registraire, qu'on appelle, tout ça. Mais c'est sûr que Emma,
mon travail comme je l'aime. Et n'étant pas très objectif, ça me ferait plaisir de rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas comment on pourrait le faire, mais si elle s'inscrit en un de mes cours, par exemple, ou quelque chose comme ça, ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup, M. Pichette. Et moi, j'ai déjà le goût de penser à ça. Si vous, à la maison comme moi, vous pensez à peut-être vous orienter vers la théologie, pas forcément pour devenir prêtre, mais pour développer un peu votre approche de la société, je vous invite à aller visiter le site web de l'Université Saint-Paul et voir comment rentrer en contact avec ceux qui s'occupent de ce programme. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, restez avec moi parce qu'on va découvrir un documentaire super intéressant. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion tu ne sauras jamais comment dévaler, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure, en solo comme un nuage dans le bleu. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici, dans nos locaux, on a des étudiants focus du programme Téléphoto. Et puis, dans le cadre du Digi60, c'est un festival de films, en fait, ils ont réalisé un très beau documentaire que je vous invite à regarder. Regardons ça ensemble. Non. On est tous interconnectés. C'est comme humains sur la planète. Mon bien-être est important, mais le bien-être des personnes autour de moi et à travers le monde est aussi important. On voit beaucoup de gens qui vivent des difficultés partout à travers la ville. Quand tu vois qu'il y a des jeunes qui veulent s'impliquer, ça nous fait vraiment plaisir. L'engagement de nos bénévoles est primordial et aide en grande partie à la survie de l'organisme Mission d'Ottawa. Le bien-être collectif est primordial si on veut fleurir ou si on veut s'épanouir comme personne. C'est super important d'être engagé avec sa communauté. Je dois dire les deux ateliers que les élèves font. Donc, il y a un groupe qui fait sur la santé mentale pour la communauté LGBTQ2+, et l'autre groupe qui fait pour les relations saines. Puis, on travaille sur ce projet depuis le mois de septembre. Le travail d'équipe qu'il y a eu, puis l'enthousiasme pour ce projet-là, c'est vraiment impressionnant. Pour moi, le focus, c'est vraiment une place pour apprendre à travers les histoires des autres. Notre prof, Mme Meloche, nous donne l'opportunité d'avoir des invités qui viennent approximativement chaque semaine. Et la beauté avec cela, c'est qu'on peut apprendre à travers les histoires des personnes qui ont tous différents vécus. Lors de l'événement Moussaï, il y avait un rappeur. Je lui ai demandé pourquoi il a commencé ce qu'il fait, puis il m'avait expliqué comment est-ce que son enfance, il a vécu une enfance difficile, comme à la maison ça n'allait pas tout le temps toujours bien. Puis il expliquait comment est-ce que c'est avec la musique qu'il réussissait comment à s'échapper de sa réalité. Le but, c'est de faire comprendre à l'élève, pas au niveau de la tête, mais plutôt au niveau du cœur, qu'on est tous interconnectés.
un des jugements que j'ai transformé en curiosité comme au courant du focus, c'est mon opinion par rapport aux sans-abri, donc aux itinérants. Avant, je pensais que c'était comme tout le monde qui était comme fou. On a appris davantage dessus la réalité des sans-abri. Souvent des troubles de comme ils peuvent pas comme travailler à cause de comme un accident au travail. Pour mon changement de perspective, je trouve que j'apprécie beaucoup plus de ce que j'ai et les gens autour de moi et les petites choses en vie qui nous font rire de jour en jour. Les jeunes, je pense qu'ils se sentent souvent dépassés par ce qui se passe, puis ils savent pas comment aider. Puis juste d'avoir la chance de faire un peu de bénévolat ou de s'engager dans la communauté, que ce soit au niveau du bénévolat ou autre, atelier, peu importe, ça leur donne une raison d'être. Donc, je vois définitivement les jeunes s'accrocher facilement à cette opportunité-là. Cela signifie beaucoup de voir tous ces étudiants faire du bénévolat chez nous. Nous avons plus de 250 bénévoles qui viennent chaque semaine à la mission d'Ottawa. C'est vraiment important de faire participer les jeunes et de leur apprendre que l'itinérance est un problème que nous pouvons résoudre. Elles sont beaucoup plus engagées, elles sont beaucoup plus curieuses, je trouve, puis elles travaillent ensemble, leur énergie, c'est comme si ces personnes se sont épanouies, elles ont la chance de s'épanouir. Le bonheur, c'est d'être satisfait, c'est de ressentir un sentiment de plénitude. Puis ça se différencie de la joie, ou qui est un sentiment joyeux, positif. Tu sais, tu peux vivre de la tristesse puis quand même être heureux ou heureuse. Être capable de savoir comment faire une différence dans la communauté et avoir les connaissances et les habiletés de savoir qui est en aide et ce qu'ils ont besoin. C'est le sentiment de pleinement, de vivre la vie pleinement, puis être capable de sentir les émotions, les différentes émotions, positives ou négatives. On aime beaucoup faire les discussions. Je dirais que ça, c'est vraiment la chose qu'ils aiment le plus. Puis surtout quand la discussion porte sur un sujet, mes élèves adorent vivre, comme discuter, y penser, puis là, le vivre, puis vivre l'expérience par la suite, peu importe le sujet. Les élèves ont la chance de passer de ce qui a été cérébral, ou un apprentissage au niveau de la tête, puis de vraiment vivre, de rentrer en relation avec des personnes dans la communauté, donc de vraiment faire un apprentissage au niveau du cœur. Puis c'est naturel, c'est humain. En travaillant sur ce projet, j'ai remarqué que chaque événement où les jeunes sont engagés, ils partagent tous une chose en commun. Qu'importe la situation, un coup de main apporte toujours un changement positif. Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on a suivi un très beau documentaire et je suis sûre que ça c'est venu vous chercher vous aussi. Restez avec moi parce que juste après la pause, on va rencontrer ceux qui ont travaillé sur ce beau projet. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Toujours eu peur.
quand on était enfant. Ils sont plus près de nous, on le sait maintenant. Et on se souvient d'avoir eu des craintes de tout et de rien. Les années nous rappellent qu'on est plus loin des vents. On se rappelle toujours de nos... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant du documentaire qu'on a suivi tout à l'heure, Coup de main. J'ai avec moi le réalisateur et le producteur. Et bien, vous êtes tous deux Nicolas. Donc, Nicolas. Okay. C'est facile comme ça. OK, donc j'ai ici Nicolas Gauthier, qui est le réalisateur, qui est un étudiant Focus, puis Nicolas Vissane, qui travaille ici avec nous. Je vais juste commencer avec lui. Le documentaire Coup de main, comment est-ce que... C'est toi qui a cherché l'idée, le thème? C'était un peu comme coopératif parce que on a fait pour un festival de films qui s'appelle Digi60. Oui. Puis à chaque année, il y a un nouveau thème qui est lancé. Puis cette année-ci, c'était le changement. Puis c'était moi avec mon enseignante Marie-Ève. OK. On a fait un petit brainstorm avec des idées. Puis à un point, c'était le sujet des sans-abri, puis aider, puis comme le changement dans leur vie avec le focus action sociale aussi. Parce qu'eux, justement, ils faisaient des travaux avec les personnes. Ouais, puis c'était avec ça qu'on a juste comme... L'idée est juste venue, puis on a juste décidé, c'est ça qu'on veut faire. Et puis là, tu t'es rendu le réalisateur du documentaire. C'est la première fois que tu réalises quelque chose? Oui. Et puis, comment ça s'est passé? Je pense que ça s'est bien passé. Ça a beaucoup aidé que j'avais l'aide de Nick, parce que Nick, il a d'expérience avec, là. Puis je savais que s'il y avait comme quelque chose que je faisais qui était comme... Pas bien? Ouais, ou okay. T'es comme pas sûr, là. Nick allait vraiment m'aider, puis choisir ce serait quoi, comme... Mais il m'a jamais dit quoi faire. Jamais. Ben moi, je voulais vraiment que ce soit leur projet à eux autres, premièrement. C'était important que eux autres même, c'était leur réalisation à eux autres. Puis moi, j'étais là pour le côté plus, peut-être un peu technique un petit peu, mais j'ai jamais vraiment... J'ai fait un petit peu de caméra, mais c'était vraiment leur travail à eux autres de A à Z. Là. Est-ce qu'il apprenait facilement, par exemple, pour la réalisation, faire tout ça? Il a vraiment pris tout de suite les rênes sur le projet, puis on a discuté un peu aussi de qu'est-ce qu'il voulait avoir, quelle idée avait aussi dans sa tête, parce que veut pas, des fois, on a une idée qui est conçue, qui est faite, mais des fois, ça change un petit peu en cours de route. On fait des ajustements à mesure qu'on fait des tournages, genre, il manque telle chose, on pourrait acheter des entrevues de plus. Fait que c'est ça qu'on faisait. On faisait beaucoup on s'ajustait en conséquence à chaque tournage. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Parce que j'ai cru entendre que tu es resté ici une nuit tout entière à travailler sur ça. La nuit était nécessaire parce qu'on a tourné beaucoup d'images, puis on a commencé le montage un peu tard, plus tard qu'on aurait aimé. Mais c'était le montage la partie la plus difficile parce que c'est quelque chose de nouveau avec moi, mais encore j'avais Nick pour vraiment m'aider avec le projet. Puis même durant la nuit, j'avais un de mes amis qui est resté avec moi, puis ensemble on a essayé de faire le plus gros sur le sujet qu'on pouvait. C'est un travail d'équipe là, à la fin. Là. C'est une équipe complète. On a vraiment ils ont fait ça ensemble. Là, puis c'était vraiment... T'avais quelqu'un qui faisait le son, quelqu'un qui faisait la réalisation, qui est Nicolas Gauthier, quelqu'un qui faisait la caméra. Fait que c'était vraiment une belle équipe. Là. Puis c'est un projet, je pense que Nicolas, il peut être très, très fier. Ouais. Mais c'est vraiment très beau. Franchement, je te le dis sincèrement, c'est super beau. Et puis, dis-moi, rendu là, qu'est-ce que... tu as fait la réalisation, tu as travaillé sur ce projet. Tu vois maintenant de quoi tu es capable. Où est-ce que tu t'en vas avec tout ça? Honnêtement, je suis pas certain. J'aimerais aller étudier dans la télé puis utiliser ça comme... pour me pousser, pour essayer de faire quelque chose de mieux. Peut-être refaire la réalisation encore? Ouais. OK. Puis peut-être utiliser le documentaire pour me pousser de faire comme quelque chose de meilleur ou peut-être participer dans le festival encore l'an prochain. OK. Parce que toi, c'est ta deuxième année. Ouais. OK. Tu as des idées en tête, par exemple, de sujets que tu aimerais... sur lesquels tu aimerais travailler encore? Il y en avait une couple quand on lançait des idées qui m'ont resté à cœur. Comme la santé mentale, ou c'est comme j'aimerais rester peut-être dans le domaine de bénévolat parce que c'est ça qui ça me touche. Comme ça fait 2 ans maintenant que j'étais à Rogers en train de faire du bénévolat, ça fait que c'est
c'est quelque chose que comme je sais comme qu'est-ce que ça sent. Ouais. Puis, Vas-y. Non, je voulais juste que, voilà, tu as Nicolas avec toi. Moi, je pense que si tu penses à ça et que tu manques quelque chose, je pense que toute l'équipe sera là pour Absolument, pour t'épauler là-dessus. Oui. Absolument. C'est un projet qui était vraiment intéressant. Puis c'est de l'apprentissage pour, justement, la relève, là, les gens qui justement, c'est le fun pour ça. Mais c'est ça, c'est le fun, tu sais. C'est les jeunes qui viennent, que c'est les prochains réalisateurs, c'est les prochains producteurs. Et puis toi, il nous reste juste 30 secondes, mais toi, dis-moi, quand tu travailles avec des jeunes qui ont, je veux dire, qui ont dedans, comment est-ce que toi, tu te sens? Ben, quand ils veulent vraiment travailler dans un projet comme celui-ci, moi, je donne toujours mon 100%, je donne toujours mon aide, là, le plus que je peux, pour que, justement, ça les motive, que ça illumine leur fleur, tu sais, que ça les allume. Ça les allume, c'est ça, tu sais, c'est ça que mon objectif là, pour les projets qu'on entreprend ensemble. Ouais. Et puis, il nous reste juste 5 secondes. Oui. Est-ce qu'on va le voir passer bientôt sur les ondes de TV Rogers? En fait, il est présentement sur YouTube, je me trompe pas. Pour 2 secondes? Oui, sur YouTube, puis c'est vraiment ça. Super. On prend une toute petite pause, on revient juste après la pause. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, l'artiste Céleste Lévy nous parle de son tout prochain album, déjà en construction, lors de son passage à Contact Ontario. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Cette semaine à Nathan parle, vous le connaissez très bien, de la région, Nicolas Saint-Pierre sera là, on parle de sport et Lynn Duchesne nous parle de poux. Soyez là. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai gardé Nicolas Gauthier et Nicolas Vicente avec moi. Puis on parlait de ton beau documentaire Coup de main. Tu n'as pas travaillé seul, tu as travaillé avec toute l'équipe. Vous finissez le focus téléphoto dans 1 semaine, je crois. Ouais. Et puis, est-ce que nous, on aura la chance de revoir ce beau réalisateur ici dans nos locaux? Définitivement, comme étant bénévole, je planifie déjà le semestre prochain continuer à faire du bénévolat ici. Mais moi ça me ferait plaisir de te voir ici parce que tu es super gentil avec moi, il faut que je le dise. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent avec des focus? Justement, la semaine prochaine, on fait un autre projet qui s'appelle Recto Verso. Ça, c'est avec les étudiants, en fait. Nicolas Gauthier n'est pas dans les étudiants, mais c'est un autre groupe, justement, pas l'autre groupe, mais c'est un autre groupe section du focus qui va participer justement au projet là, qui va être diffusé aussi. Là. Super, ouais. Merci à vous deux. Plaisir, merci à toi. Alors, moi, je vous invite à visualiser votre YouTube, aller chercher le documentaire Coup de main sur le YouTube, qui est déjà, je pense qu'il est déjà là. Vous pouvez le voir et puis vous allez encourager ces jeunes-là qui ont vraiment travaillé fort sur ce projet. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un très bon week-end. On se voit la prochaine fois. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois.
L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.